Alors, nous allons accueillir une dernière présentation de thèse pour cette matinée. Si ça vous a plu, que vous avez envie d'en voir encore, n'hésitez pas à nous retrouver demain. Nous recommençons une session à 16h30 dimanche de présentation de thèse. Donc nous allons accueillir Alix Perard, qui est inscrite dans 2 universités, elle est en co-tutelle, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université Martin Luther King de Halle-Wittenberg. Effectivement, elle travaille avec l'Allemagne car son sujet de thèse s'intitule « Les Rheinach et l'espace germanique, une approche transnationale de l'archéologie sous la Troisième République ». Je vais vous présenter ma thèse qui porte sur 3 grands savants du 19e et début 20e siècle. Salomon Reinach, qui est né en 1958 et qui mourra en 1932, ainsi que son frère Théodore, 1860-1928, et leur neveu Adolphe, 1887 et 1914. Pour mieux comprendre le profil de cette famille de savants, je crois qu'il faut rappeler le surnom que leur donnaient les chansonniers de Montmartre, qui les appelaient les 3 frères Salomon, Théodore et Joseph, qui est le père de Adolphe, les frères Je sais tout, en jouant sur l'initiale de leur prénom, qui forme en fait l'acronyme JST, ce qui souligne leur immense savoir et qui leur a permis d'obtenir de nombreux prix pour les concours généraux. En effet, Salomon, Théodore et également leur neveu Adolphe ont mené une carrière multiforme. Ils ont été à la fois historiens de l'art, mais aussi archéologues. Et durant celle-ci, ils ont eu de forts liens avec l'espace germanique dont leur famille était originaire. Même s'ils appartiennent à des générations différentes, ces 3 savants ont commencé leur carrière dans un contexte commun, après la guerre de 1870, qui a été très marquée par de fortes tensions à caractère nationaliste avec les pays de l'espace germanique, et qui se sont bien sûr aggravées avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que dans ce contexte, il y a eu aussi une rivalité entre les sciences françaises et allemandes, alors que l'archéologie commençait de plus en plus à se professionnaliser. Dans ma thèse, il s'agira donc aussi de comprendre comment la science archéologique française a tenté de s'affirmer face à l'archéologie allemande, qui a souvent été apparue comme pionnière dans bien des domaines. Donc, ici, vous pouvez voir un portrait de Salomon Reinach dans sa bibliothèque au musée de Saint-Germain-en-Laye, auquel il a souvent été associé, et qui est un musée d'antiquité nationale dont Salomon aura été conservateur pendant à peu près 30 ans. Mais c'était également à ses débuts un homme et un archéologue de terrain, ce que je tenais également à rappeler au cours de cette thèse. En effet, après avoir passé tout d'abord une agrégation de lettres, il a ensuite rentré à l'école d'Athènes dans les années 1880. Et il s'est alors mis à fouiller notamment les îles grecques, en particulier l'île de Délos, et également il s'est tourné vers l'Asie mineure avec les sites de Myrina et de Chimée, qui sont très riches en terre cuite et dont il va les offrir certaines au Louvre. Puis, lorsqu'il rencontre Charles-Joseph Tissot, qui était l'ambassadeur de France à Londres, mais surtout un grand archéologue amateur qui dirigeait la commission archéologie de Tunisie, il va changer d'orientation et donc il va se consacrer à l'archéologie punique. Il fera donc des campagnes de fouilles dans différents sites, en particulier à Carthage, mais aussi à Githis et à Zion. Vous pouvez donc voir ici une photo d'inscription qu'il a lui-même prise sur le forum de Zion, car il faut savoir que dès l'école d'Athènes, il s'est aussi intéressé à la photographie comme un outil archéologique. Et durant cette période, donc, dans la commission archéologie de Tunisie, il aide Tissot à écrire son ouvrage sur la province d'Afrique du Nord romaine, et également donc, un atlas géographique qui explique cette province. Mais c'est aussi l'occasion pour lui de commencer à tisser un réseau dans l'espace germanique, car il entre à ce moment-là en contact avec le grand historien et juriste allemand Theodor Mommsen, qui était le directeur d'un corpus d'inscriptions latines pour l'Académie des sciences de Berlin. Et pour cette œuvre, Mommsen va solliciter beaucoup de savants français de l'époque,
en particulier Théodore. Et c'est seulement donc après le décès de Charles F. Tissot que la carrière de Théodore va prendre l'orientation que l'on connaît et qu'il va s'intéresser au monde des musées. En effet, c'est dès 1886 donc, qu'il devient attaché de conservation au musée de Saint-Germain-en-Laye, dont vous voyez ici un dessin à l'époque qui vient justement d'un guide que Salomon Reinach avait réalisé lui-même pour le musée. À l'époque, le musée est dirigé par un autre grand spécialiste de l'époque hellénistique, qui est Alexandre Bertrand, et dont Salomon prendra la suite en tant que conservateur à partir de 1902. Et le musée dès ses origines est inspiré donc par des grands musées de l'espace germanique, dès Napoléon III, donc, qui avait voulu la construction du musée. Et en particulier, on peut retenir le musée archéologique de Mayence. Mais Salomon Reinach va justement développer ce réseau germanique et il va entrer en contact avec de nouveaux musées. Donc dans les correspondances, j'ai vu essentiellement le musée archéologique de Trèves comme exemple, ou encore d'autres ateliers de moulage, comme celui de Geislingen, qui se situe dans le Bade-Württemberg, au sud de l'Allemagne, et à qui donc Salomon va passer de très nombreuses commandes pour les besoins du musée. En parallèle, il cherche aussi à mettre évidemment en valeur les collections d'archéologie nationale du musée. Et il est imprégné de sciences allemandes et donc et de l'Altertumswissenschaft, une étude globale en fait de l'Antiquité avec l'histoire de l'art et également l'archéologie. Et c'est pour cela qu'il emprunte la pratique du catalogue, très systématique pour mettre donc en valeur les collections du musée. Il réalise ainsi un répertoire pour les reliefs grecs et romains, mais aussi un répertoire de la sculpture grecque et romaine, un répertoire des vases et beaucoup d'autres. Mais il cherche aussi à se distancer de ce qui s'est fait en Allemagne, notamment car il cherche à ouvrir l'archéologie à un plus grand public. Et donc il vise pour cela des ouvrages de petit format contre l'Allemagne qui, elle, visait des ouvrages de grand format et beaucoup illustrés avec des photos très coûteuses et donc qui étaient peu accessibles financièrement. Et il faut également retenir que Salomon Reinach, même s'il n'a pas eu d'enfant, avait une relation très proche avec son neveu Adolphe, qui était le fils de Joseph et dont il était le mentor. Et c'est pourquoi j'ai voulu intégrer ces trois savants ensemble. Adolphe, donc, comme je l'ai dit, est disparu prématurément pendant la Première Guerre mondiale. Donc sa carrière fut assez courte, mais on peut le retenir comme un hélice de formation. Tout d'abord, il s'est intéressé en fait à la Crète, mais sa grande œuvre concernera la peinture antique avec le recueil Millet qu'il avait commencé au début des années 1910, qu'il s'agit en fait d'une œuvre que Salomon complétera aussi de manière posthume après la mort de son neveu, car elle est restée inachevée. Et dans ce recueil, on voit les liens entre la famille Reinach donc, et la science allemande, car il reprend un livre d'un grand savant allemand qui était professeur à l'université de Leipzig, qui est Overbeck, et qui s'intitule Die antiken Schriftquellen. Pour traduire, ce sont les sources antiques en fait, écrites, et qui donc portent sur l'histoire de la peinture essentiellement chez les Grecs. Adolphe va chercher à le rendre donc plus accessible aussi à un large public en y ajoutant des notes explicatives et en traduisant des textes qui étaient en langue grecque et latine dans le recueil de Overbeck. Alors que l'auteur Overbeck l'avait simplement compilé sans traduction ni explication. Mais Adolphe s'intéresse aussi donc à l'Égypte antique et il deviendra même un pionnier de la préhistoire dans cette région du monde. Il réalisera de nombreuses fouilles, en particulier à Coptos en 1910, qui vont venir compléter les collections du musée Guimet, qui était à Lyon, construit avec des fonds prêtés par la famille Rothschild et également par Adolphe lui-même. Donc ici, vous pouvez voir comment étaient installées les salles égyptiennes du musée Guimet à Lyon. Malheureusement, le musée Guimet aujourd'hui n'existe plus. Et enfin, pour le troisième savant de ma thèse, il s'agit donc de Théodore, dont vous voyez ici un portrait. Et, contrairement à son frère et à son neveu, il n'a été archéologue de manière exceptionnelle.
Il participe donc avec le directeur du musée impérial ottoman, Hamdi Bey, aux fouilles de Sidon, constituées dans l'actuel Liban. Et il a publié un ouvrage sur une découverte majeure de l'époque, qui était le sarcophage dit d'Alexandre, qui a été trouvé donc dans la nécropole royale. Il était également membre de l'Institut de France, et il est peut-être plus connu comme le propriétaire de la Villa Kérylos sur la Côte d'Azur, à Beaulieu-sur-Mer. Donc vous pouvez voir ici sur la Côte d'Azur cette villa, qui a été conçue par l'architecte Emmanuel Pontremoli en reprenant des exemples archéologiques pour la plupart grecs. Donc ici, par exemple, il s'est inspiré des travaux de son frère Salomon dans l'île de Délos, mais aussi il a demandé au dessinateur de la villa de recopier dans des publications allemandes des motifs qui pouvaient l'intéresser. En particulier, il a copié des ouvrages de Adolf Wengler, qui était aussi correspondant avec son frère Salomon, et d'un autre archéologue qui s'appelle Karl Reichold. Il s'est inspiré donc de modèles majoritairement identifiables de manière archéologique, mais pour autant, on ne peut pas considérer que c'est une copie directe de ces modèles, car il se veut en priorité la restitution d'une atmosphère générale. L'architecte Emmanuel Pontremoli, à propos de cette villa, parlait d'un esprit grec, car en fait, elle dissimule aussi des aspects plus modernes qui correspondent aux grandes villas bourgeoises de l'époque. Et la villa dénote également une activité partielle de collectionneur de la part de Théodore, qui avait installé sur le chemin qui longe la côte, le chemin de Denis, juste en bas de la villa, une galerie de statues antiques, ou plutôt de moulages de grandes statues antiques très connues. Et également des terres cuites qui ont été trouvées dans la région de Tanagra, à l'est de Thèbes, en Grèce, pour décorer les meubles de sa bibliothèque. Cette villa donc a été conçue à l'origine comme une villa pour être habitée, mais elle est ensuite devenue un musée après la mort de Théodore, qu'il avait légué par testament à l'Institut de France, qui aujourd'hui encore s'en occupe, et que bien sûr donc, vous pouvez visiter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alix Perrard. Est-ce que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, ont des questions? Oui. Alors, je vais venir vers vous, et puis je répéterai la question pour que tout le monde l'entende. Et oui, c'est une bonne question. Où sont désormais les œuvres du musée Guimet à Lyon, puisque vous connaissez le musée Guimet à Paris, mais il y a eu un musée Guimet à Lyon aussi. Alors, les œuvres qui viennent des fouilles de Adolphe à Coptos, elles sont encore restées à Lyon, mais du coup, elles sont parties dans le musée des Beaux-Arts au début des années 70. Donc, elles sont exposées? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur la question des nationalismes et donc des rivalités? Est-ce qu'il y a eu des rivalités entre la France et l'Allemagne autour de sites de fouilles? C'est surtout autour des grands sites de fouilles en Grèce, par exemple Olympie, et que l'école française a voulu faire des grandes fouilles, donc ils sont partis fouiller à Delphes, mais plutôt dans les années 1990. Voilà. Et également à Délos, mais ça c'était avant, il n'y avait pas forcément de rivalité pour ça. D'accord, donc c'est autour d'Olympie, de Délos ou de Delphes? De Delphes, voilà. De Delphes, qu'apparaissent ces rivalités. Et finalement, quel pays l'emporte? Est-ce qu'ils se partagent les sites? Comment ça se passe? Il n'y a pas vraiment de partage. En fait, ils cherchaient surtout à montrer quel pays était le plus avancé en manière archéologique. D'accord, merci. Alors vous avez évoqué donc les collections du musée Guimet, qui sont maintenant donc au musée des Beaux-Arts de Lyon, la Villa Kérylos. Où est-ce qu'on peut encore voir des objets qui ont appartenu aux collections des Reinach? Alors Théodore avait donné beaucoup de tableaux cette fois, mais au musée du Luxembourg, ici à Paris. Donc maintenant, c'est au musée d'Orsay ou au musée du Louvre? Je crois que c'est resté au musée. C'est resté au musée du Luxembourg, pardon. Okay. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah oui, alors qui finançait ces fouilles? Est-ce que c'est la fortune personnelle des Reinach ou est-ce qu'il y a d'autres modes de financement? Alors pour les fouilles de Coptos de Adolphe, quand j'en ai parlé, c'était la famille Rothschild qui avait donné un petit peu des fonds, et Adolphe aussi lui-même. Et donc pour l'exploration archéologique que Salomon avait fait quand il était à l'école française d'Athènes, c'était sur la fortune de son frère Joseph, qui était un homme politique très connu. Est-ce qu'il y a une alliance familiale entre les Rothschild et les Reinach? Oui, et je sais, c'est surtout ils ont été alliés à beaucoup de grandes familles de l'aristocratie bourgeoisie juive, dont effectivement les Rothschild et également les Ephrussi. Oui, je posais la question innocemment, mais il y a bien une alliance familiale. Donc les Français, ils avaient quelle source de financement? Parce que là, c'est la famille qui avait des... Oui, alors Mais les Français, peut-être ça peut expliquer. Alors pour d'autres fouilles qui auraient été menées par des Français qui n'avaient pas la fortune des Rothschild, comment est-ce qu'on pouvait financer ces fouilles? On ne peut pas en vouloir à Alix Parr de ne pas tout savoir. C'est surtout l'école d'Athènes qui finançait les fouilles de ce que je sais de mes recherches. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce groupe de messieurs je sais tout? C'est le surnom de l'époque, hein, c'est pas moi qui l'invente. Non? Eh bien, un grand merci à Alix Parr. Merci beaucoup.